Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à 20 questions que j'ai reçues sur ma page quand je voulais me lancer un défi, en fait, de répondre à plusieurs questions en rafale en une minute ou moins. C'est certain qu'il y a de ces questions-là qui pourraient nécessiter un plus long développement. Ça me ferait plaisir d'y répondre plus en détail là, si vous avez de plus amples questions dans les commentaires. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire ça concis, donc d'aller droit au but et de vous donner la réponse la plus vraie possible. Si je ne le sais pas, je ne le sais pas. Je vais être très honnête avec vous. Donc ça commence comme suit. Si je sens mon muscle, est-ce que ça signifie qu'il travaille? C'est une bonne question. Ça dépend ça dépend de l'intensité. Dans le fond, si je fais un exercice d'activation avec un élastique, je suis capable de sentir mon fessier, mais est-ce que ça va être assez pour le stimuler? Ça dépend. Puis, il y a certains exercices qui sont trompeurs. Par exemple, la machine Good Girl, Bad Girl qu'on connaît. Quand on fait l'abduction comme ça, on croit beaucoup que c'est les fessiers qui travaillent, mais il y a beaucoup le piriforme qui travaille dans ce mouvement-là. Si sentir le muscle ne le fait pas grossir, quelle est la mesure pour reconnaître que le muscle en question a bien travaillé? Faut pas se fier uniquement sur est-ce que je suis raqué de mon entraînement. Ça, c'est beaucoup relié, entre autres, au dommage musculaire. S'il y en a trop, ça va retarder mon prochain entraînement. Ça peut rendre ça plus difficile de récupérer. Donc, je dirais une chose qui est importante, c'est d'avoir une idée du nombre de séries que tu vas faire dans une semaine pour chaque muscle. Et aussi de t'assurer que, dans le fond, les séries de travail, ils sont faites à une certaine proximité là, d'échec musculaire. Dans quel cas il est bon de loader plus ou de faire du mind-muscle connection? Ça dépend des phases d'entraînement surtout. Quand on parle d'une phase d'intensité, c'est une phase où on va mettre plus de charge. Quand on parle d'une phase d'accumulation, on va faire plus de volume. Ensuite, on peut se questionner, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tomber dans des séries de 20, 30 ou plus pour créer de la fatigue? Ça dépend. Mais il y a un intérêt pour les deux, ça dépend de ton objectif. Puis c'est ça, on ne devrait pas mélanger nécessairement les deux dans un même programme. Question numéro 4. Où et quand mettre son cardio? Ça dépend aussi de ton objectif, ça dépend de l'intensité du cardio. Si on fait du cardio pour ajouter de l'activité physique, pardon, puis que ton but c'est de prendre de la masse musculaire, il devrait être après ton entraînement musculaire ou il devrait être sur une séance séparée. Si ton but c'est d'améliorer ton cardio, à ce moment-là, il devrait être en premier. Comment reconnaître une bonne récupération? C'est super difficile comme question. Je pourrais écrire une formation de 3 heures juste là-dessus. Mais je dirais pour simplifier la chose, si on regarde tes performances à l'entraînement, si tes performances stagnent ou baissent, ben définitivement, peut-être que ton volume est trop élevé, peut-être que ta fréquence d'entraînement est trop élevée ou qu'il y a d'autres choses dans ton alimentation, ta récupération, sommeil, gestion de stress ou d'autres habitudes de vie qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais je dirais en général, il faut qu'on soit capable de progresser dans l'entraînement. Commence à être essoufflé. Quelle est la différence entre volume, densité et intensité? Le volume, c'est la charge totale de travail. Souvent, en entraînement musculaire, on va parler du tonnage. Ça, c'est le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois la charge. Quand on parle d'intensité, c'est le pourcentage d'une répétition maximale. Donc, par exemple, je suis capable de faire 300 livres au squat, ben 70% de ça, c'est l'intensité. Si on parle de 70% du 1RM. Et finalement, la densité, c'est le rapport le rapport effort-repos. Par exemple, à l'intérieur d'un entraînement, si j'ai des repos de 30 secondes dans un entraînement d'une heure, la densité est très très élevée. Prochaine question, quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer le range of motion de l'épaule en rotation externe? C'est super compliqué.
Il faudrait voir c'est quoi les restrictions. Il y a peut-être certains travails sur les tissus mous. Je te suggère d'aller lire sur le Upper Cross Syndrome. J'aurai pas le temps de l'expliquer. Par la suite, souvent, qu'est-ce qui peut restreindre la rotation externe, c'est la bascule postérieure au niveau des scapulas. Donc, il faut voir qu'est-ce qui cause ça. Peut-être travailler ton dentelé, peut-être travailler le trapèze inférieur également. Question numéro 8. 10 000 pas par jour, est-ce que c'est le chiffre magique, fatidique pour tous? En fait, pas vraiment. On voit ça 10 000 pas par jour. C'est sûr que quand on ajoute de l'activité physique, c'est bénéfique. Il y a des bénéfices sur la santé. On ajoute une dépense aussi, si c'est ça qu'on souhaite. Par contre, ce qui est montré dans la littérature, c'est qu'à partir de 7000, 7500 pas, on a atteint là, pas mal les bénéfices à ce niveau-là. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les accéléromètres dans les bébelles portables qu'on a peuvent surestimer les pas. Donc voilà, il faut savoir ça. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter des aliments biologiques? En fait, non. Il existe des études solides du type méta-analyse qui nous disent que pour la santé générale, il n'y aurait pas de bénéfice là, additionnel à acheter tout du bio si on parle de fruits et légumes. Donc, je te dirais, nettoie tes fruits et légumes. Si tu as peur pour les pesticides, choisis les produits qui sont les moins contaminés. Au niveau de la viande, il y a certaines viandes que c'est mieux d'aller chercher une certaine qualité, mais à part de ça, pas nécessaire d'acheter du bio. Les carbs sont-ils le démon? Oh boy. Les carbs ne sont pas le démon, ils sont peut-être le démon si on en surconsomme beaucoup, entre autres en calories liquides et qu'on est très inactif, mais ils sont nécessaires pour bien performer. Donc, si on est à calories égales et à protéines égales, ce que tu vas faire avec tes carbs, tes fats, ça a plus ou moins d'importance, ça va selon ta préférence. En termes d'aliments, le type d'activité que tu fais et tout ça. Mais non, pas besoin de couper tes glucides. Que penses-tu du 5-1, 5-to-1 carbs to fiber ratio? Je suis plus ou moins au courant d'un ratio spécifique. C'est sûr que je dirais que j'y tiendrais pas mordicus parce que en général, la population générale devrait juste augmenter ses fibres. Il y a des bénéfices là, pour différentes tranches de fibres et le risque sur la santé, donc c'est intéressant. Puis la majorité des gens en consomment juste pas assez. Donc différents types de fibres, juste les augmenter en général, puis pas trop se casser la tête avec un chiffre super précis parce que 5 pour 1, ça fait 50 grammes de fibres pour 250 grammes de glucides, c'est quand même élevé. Faut-il couper les carottes pour perdre du gras? Oui, ne mange pas de carottes. Vraiment, après 2 carottes, tu vas prendre 5 livres. Comment reconnaître une bonne nuit de sommeil? Par exemple, si je dors 5 heures par nuit et que je me sens bien, j'ai pas la réponse parfaite à ça. C'est une super bonne question. Comment on évalue ton sommeil de base? À quelle heure tu te couches? Est-ce que tu t'endors dans un délai raisonnable? Est-ce que tu te réveilles la nuit? Pour quelles raisons? Comment tu te sens au réveil? Comment tu te sens dans ta journée? Je pense que c'est toutes des choses qualitatives qu'il faut regarder un petit peu. C'est certain qu'il y a des gens qui ont probablement besoin de moins et d'autres de plus, mais c'est très individuel. Pourquoi les entraîneurs sont enclins à proposer 3, 4, 5, 6 suppléments dès le début? C'était une de mes préférées. Il y a sûrement du subjectif là-dedans. Ça fait partie du mode de vie dans le fitness, mais je pense que la plus grosse erreur des entraîneurs, c'est de pas comprendre la taille de l'effet. C'est quoi la taille de l'effet? C'est si un supplément a un effet sur quelque chose, que ce soit la performance ou la santé générale, quelle est la taille de cet effet-là? Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suppléments qui ont vraiment un effet si significatif que ça. Donc, en dehors des suppléments de base, des fois, on peut se monter un bill sans vraiment là, que ce soit bénéfique.
Question numéro 16 déjà. Avec une alimentation saine, quels sont les vitamines et minéraux qu'on n'arrivera pas à avoir en quantité suffisante? Ça dépend du contexte. On va parler on est au Québec, par exemple, c'est sur la vitamine D, surtout en hiver. Pour la population en général ou un fort pourcentage de la population, le magnésium. On peut parler aussi de l'oméga 3 si tu ne consommes pas de poisson sur une base régulière. Ensuite de ça, ça va être plus contextuel. Par exemple, si la personne est vegan, ben là, on va parler d'autres choses, peut-être le fer, la B12, etc. Comment reconnaître une bonne multivitamine vs une qui est moins bonne? On peut regarder les formes de certaines choses. Si tu lis les minéraux et qu'il y a des formes oxydes, par exemple zinc oxyde, oxyde de magnésium, c'est des formes plus ou moins biodisponibles qui vont te faire aller à la toilette plus qu'autre chose. On peut regarder aussi la vitamine B12. Qui est cobalamine. Donc, est-ce que c'est une forme méthylée, comme méthylcobalamine ou d'autres formes méthylées, ou est-ce que c'est tout simplement la forme cobalamine qu'on absorbe moins bien? Quand et pourquoi prendre de la mélatonine? C'est une bonne question. En fait, la mélatonine, ton corps en produit déjà au fil de la journée pour s'endormir éventuellement. Pourquoi on pourrait devoir l'utiliser? C'est surtout dans des cas de décalage horaire ou peut-être pour le travail de nuit. On ne commence pas avec des gros dosages idéalement, c'est mieux de commencer petit. Et puis, c'est peut-être pas recommandable pour les adolescents parce que ça pourrait interférer avec certaines choses dans les processus de la puberté. Avant-dernière question. La différence entre les BCAA et les EAA. Donc, les BCAA, c'est des branch chain amino acids, il y en a 3. Et les EAA, c'est des acides aminés essentiels, il y en a 9. Donc, 3 et 9. Les acides aminés essentiels sont les 9 qui sont le minimum pour avoir une protéine complète. Donc, à la base, c'est ça. Si on parle de contribuer à la croissance musculaire, les EAA seraient supérieurs. Mais si tu consommes déjà assez de protéines pour conserver ou entretenir ta masse musculaire, les EAA ou les BCAA, c'est pas ça qui va faire la différence. Dernière question et non la moindre, que penses-tu du sucralose? Le sucralose, selon les études qu'on a disponibles sur les humains, c'est quelque chose de relativement sécuritaire dans des dosages qui ne sont pas très exagérés. Quand on parle des édulcorants puis on essaie de faire peur aux gens, souvent ce qui est mis de l'avant, c'est des études sur les rats avec des dosages comme 1000 fois plus élevés selon leur poids de corps. Donc le sucralose là, en quantité raisonnable et sécuritaire, je ne vous suggère pas de remplacer tout ce que vous consommez avec du sucre par du sucralose nécessairement, mais ça peut être très utile pour gérer des rages de sucre, pour aider par exemple, si on parle d'une boisson gazeuse diète, pour aider à la perte de poids, il y a des bénéfices à ce niveau-là. Ça m'a plus essoufflé celle-là. On est arrivé à la limite de temps. Donc voilà pour les 20 questions. On a réussi en moins de 20 minutes. Venu le moment de notre tirage. Je l'ai mis dans un plat en verre pour que ce soit le plus transparent possible. Donc on avait 9 questions éligibles. Et à la fin du tournage, en fait, je vous contacte pour vous envoyer donc la multivitamine. Mon chat est très intéressé. Donc, Stéphane, Steph, je t'envoie un message, puis je t'envoie ça. Donc, merci à tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée.